reprendre le deuxième temps de l'animation. Bonjour à tous. Moi, je suis Stéphanie Aviron, je suis écologue à l'UMR Zariac à Rennes. Donc, c'est une unité de recherche et ESA-Longé. Donc, ma collègue Véronique Sicard est ingénieure de recherche en sociologie rurale dans l'unité. Et donc, nous, on va vous présenter nos réflexions et travaux autour de la question des conditions écologiques et sociales qui peuvent favoriser la transition agroécologique des exploitations agricoles. Donc, je remercie en passant les animatrices de l'Axe Ressources de nous avoir invités à présenter nos travaux. Alors, ça marche pas. Ça marche pas. Non. Alors, on le sait, actuellement, il y a un enjeu important à réduire les impacts de l'agriculture sur la santé humaine et sur l'environnement, et donc d'opérer une transition de systèmes agricoles qu'on qualifie de conventionnels, d'intensifs, en termes d'utilisation d'intrants de synthèse et notamment de pesticides, vers des systèmes qualifiés de agroécologiques, donc qui mobilisent, qui optimisent les processus écologiques qui sont portés par la biodiversité. Et ça d'ailleurs, ça fait écho aux solutions fondées sur la nature qui ont été évoquées en première partie du séminaire. Alors, pour pouvoir opérer une telle transition, il est important d'une part de comprendre comment on peut mobiliser ces processus écologiques portés par la biodiversité et de pouvoir identifier les conditions qui favorisent des niveaux élevés et stables des processus écologiques attendus au sein des systèmes agricoles. Ceci pour pouvoir identifier des leviers d'action qui soient mobilisables au niveau de l'exploitation agricole. Et donc ça implique de pouvoir opérer un changement des pratiques de production chez les agriculteurs et donc de pouvoir identifier les conditions qui sont favorables, aussi bien d'un point de vue social que technique, les conditions qui sont favorables, au contraire, qui peuvent freiner la capacité des agriculteurs à changer leurs pratiques. Et donc ce sont des questions qui sont au cœur des travaux de l'unité. Alors, j'ai choisi pour cet exposé de faire un focus sur un processus écologique que je considère comme clé pour la transition agroécologique de l'agriculture. Donc, c'est la régulation naturelle des bioagresseurs de culture. Donc, bioagresseurs, c'est écrit au sens large. Ça inclut aussi bien les bioagresseurs tels que les limaces, mais également les adventices qui peuvent causer des réserves, qui peuvent causer des gros problèmes de rendement des agriculteurs, ou aussi bien les maladies qui touchent les cultures. Donc cette régulation naturelle, elle est exercée par un cortège d'ennemis naturels, prédateurs ou parasitologiques par exemple, et on a un certain nombre d'acquis dans la littérature scientifique qui met en avant certains facteurs qui peuvent favoriser ces processus de régulation. Donc notamment à l'échelle de la parcelle de l'exploitation agricole, on a maintenant quand même un certain nombre de travaux qui montrent que la réduction des pesticides ou la diversification de la végétation, alors cultivée notamment dans les variétés, les espèces cultivées et également les rotations de cultures, mais également la diversification de la végétation non cultivée peuvent être favorables à la diversité et à l'abondance des milieux naturels et à la régulation des glaces. On a également aussi de nombreux travaux qui mettent en avant le rôle clé du paysage pour expliquer ces processus de régulation, et notamment de ce qu'on qualifie en écologie du paysage d'hétérogénéité du paysage, donc qui fait référence à la quantité, la diversité et la configuration dans l'espace des éléments paysagers, donc qui peuvent être des éléments non cultivés, mais également qui peuvent concerner la mosaïque des usages agricoles. Alors, en dépit de ces différents acquis, le constat concret, c'est qu'on a des réponses qui sont très très variables d'une étude à une autre, et une efficacité des processus de régulation qui sont fortement contexte dépendants. Et donc on peut émettre un certain nombre d'hypothèses pour expliquer cette variabilité, et notamment d'hypothèses sur lesquelles on a pu travailler. C'était que bien souvent, les études qui s'intéressent à la régulation et aux pratiques agricoles font une comparaison très très dichotomique entre d'une part les pratiques en agriculture biologique et d'autre part les pratiques en conventionnel, sans intégrer la diversité des pratiques mises en place par les agriculteurs, alors que cette diversité elle peut être forte en fonction des
des objectifs de production, des logiques des agriculteurs, de leurs ressources et de leurs contraintes. Une autre hypothèse aussi est qu'on peut constater qu'il y a des effets forts en interaction entre pratiques agricoles locales et structures paysagères, et ça peut également entraîner des réponses très variables, comme par exemple dans certains cas, des études qui montrent que les effets des pratiques agricoles qui sont mesurées à l'échelle de la parcelle ou d'exploitation varient fortement en fonction du paysage environnant. Alors pour tester, ou en tout cas pour explorer ces différentes hypothèses, les écologues de l'unité ont mis en place différents dispositifs. Donc un premier dispositif là, qui est illustré sur la carte de gauche, c'est constitué de 20 sites d'études localisés dans le sud de l'île et Vilaine, donc dans la zone appelée armorique. Donc ce dispositif là, nous permet de prendre en compte une diversité de pratiques culturelles mises en œuvre au sein d'un réseau d'agriculteurs et également une diversité de contextes paysagers. Et ce dispositif, il est intégré plus globalement au réseau national CBIOPAD, qui est un dispositif de suivi à long terme de la régulation biologique dans différentes régions en France. Et donc ça, c'est un réseau qui nous permet de prendre en compte des systèmes agricoles et des contextes régionaux et climatiques contrastés. Donc le point commun à ces dispositifs, c'est de réaliser depuis plusieurs années des suivis à la fois des processus de régulation biologique et des communautés d'anthropologues prédateurs qui peuvent être impliqués dans ces processus, des suivis des pratiques des agriculteurs par des enquêtes qui sont menées chaque année, et également des caractérisations des structures paysagères dans l'environnement des parcelles que l'on étudie. Alors pour illustrer quelques résultats qui sont issus de ces dispositifs, j'ai choisi d'abord vous présenter les travaux qui avaient été menés dans le cadre de la thèse de Camille Puel, donc c'était vraiment à l'origine de la création de ces dispositifs d'études. Et dans sa thèse, Camille s'était intéressée au rôle des pratiques agricoles en agriculture bio et conventionnelle, et également à l'importance de prendre en compte la diversité des pratiques qui étaient mises en place par les agriculteurs au sein de ces deux modes de production. Donc là, j'ai illustré les résultats qu'elle a pu obtenir pour c'était les communautés d'ennemis naturels, et là, en l'occurrence des coléoptères péraliques, qui peuvent jouer un rôle important dans la régulation. Et donc, ce qu'elle avait pu mettre en évidence, c'est tout d'abord de confirmer qu'on avait des différences marquées de diversité et d'abondance d'ennemis naturels entre systèmes en bio et systèmes en conventionnel. C'est ce qui est illustré assez simplement sur la figure de gauche, mais qu'il était encore plus important, quelque part, de prendre en compte la diversité des pratiques qui étaient mises en place par les agriculteurs au sein de chaque mode de production pour véritablement expliquer les niveaux de diversité des communautés d'ennemis naturels. Donc ça, c'est ce qui est illustré sur la figure de droite, où en fait, l'axe des axes représente en fait les caractéristiques de chaque parcelle en termes de combinaison de pratiques mises en œuvre par les agriculteurs, aussi bien en bio et en conventionnel. Et on voit qu'on a vraiment un gradient en termes de combinaison de pratiques qui traduit un degré d'extensification du conventionnel vers le bio. Donc ce que ces résultats suggèrent, c'est tout d'abord une confirme qu'il est vraiment essentiel de pouvoir intégrer la diversité des pratiques qui sont mises en œuvre par les agriculteurs pour véritablement expliquer la variabilité des processus de régulation, ou en tout cas, dans ce cas, la variabilité de la diversité et de la structuration des communautés d'ennemis naturels. Et ça, c'est particulièrement important si on veut pouvoir prendre en compte la diversité des choix des agriculteurs, des choix de conduite des cultures, qui là, on le voit, est vraiment importante, et pour faire un lien explicite avec les logiques, les ressources et les contraintes de production des agriculteurs. Alors, un autre exemple de travaux que je souhaitais présenter concerne donc là, c'était l'exemple de la thèse de Elvis Judy, qui était co-encadrée entre l'UMR Baga, Pigette et Ecobio. Et là, l'objectif de ce travail est de pouvoir replacer les effets des pratiques agricoles, parce qu'on a pu les mesurer dans le cadre de la thèse de Camille, dans leur environnement paysager, afin de pouvoir explorer à la fois les effets de ces pratiques agricoles locales, les effets des structures paysagères liées à différents types d'éléments, et également les interactions entre ces différentes variables.
Et donc ce que l'analyse a pu montrer, c'était d'une part confirmer là encore des effets positifs des pratiques en agriculture biologique à l'échelle parcellaire ou sur la diversité des communautés d'arthropodes prédateurs, mais également, et ça c'était déjà une nouveauté, de pouvoir mettre en évidence un effet de ces pratiques à l'échelle du paysage, c'est-à-dire que les communautés de carabes étaient plus diversifiées dans les paysages qui étaient dominés par des pratiques en agriculture biologique en comparaison conventionnelle, ce qui suggère là un effet d'extensification des pratiques à une échelle spatiale large. Et ce qu'il a également montré, c'était des effets des structures paysagères liées à différents types d'éléments non cultivés, donc monde enherbé, bois et prairies, et qui étaient fortement dépendants des pratiques qui étaient mises en place localement à l'échelle de la parcelle, et en l'occurrence, dans son travail, des effets qui étaient plus marqués dans les parcelles en agriculture biologique. Donc ce que ces résultats suggèrent, c'est d'une part, confirme l'intérêt de pouvoir réduire les niveaux d'usage des pesticides au sein des systèmes agricoles pour favoriser la régulation biologique. Également l'augmentation, le maintien ou l'introduction de certains éléments semi-naturels tels que les bons semblent être des leviers qui sont favorables à la régulation. Ce que ça suggère également, c'est que ces leviers ils doivent être mobilisés aussi bien à une échelle locale, donc parcelle ou d'exploitation agricole, mais également à l'échelle du paysage, ce qui là implique de réfléchir l'action, en tout cas la transition agroécologique, non pas seulement à l'échelle de l'exploitation, mais également à l'échelle d'un ensemble d'exploitations agricoles, ce qui pose vraiment la question de l'action d'un point de vue collectif. Et donc pour pouvoir aller un peu plus loin, la question qui se pose, c'est de pouvoir identifier quelles conditions sociales et techniques sont favorables à l'adoption de ce type de pratiques pour promouvoir la régulation et qu'est-ce qui peut favoriser cette adoption de pratiques au niveau d'exploitation, donc au niveau de l'agriculteur, mais également au niveau collectif, si on veut vraiment pouvoir intégrer le rôle du paysage. Je vais passer la parole à ma collègue. Donc, du coup, je continue justement sur ces conditions nécessaires au changement de pratique, que ce soit à l'échelle individuelle ou collective, puisque bon, il ne vous a pas échappé que c'est une question qui irrigue aujourd'hui les politiques publiques, mais que l'accumulation de ces politiques ne donne pas pour autant des résultats très concluants, ce qui pose un certain nombre de questions sur les freins à ces évolutions. Donc d'où l'intérêt de comprendre en fait les conditions particulières des agriculteurs qui, eux, arrivent à progresser dans la transition agroécologique, les freins qu'ils rencontrent et les leviers qu'ils mobilisent. Alors du coup, là, je vais vous présenter des résultats de recherche qui sont plus issus de ma thèse sur ce sujet, qui m'amènent à observer qu'en fait, mettre en place des pratiques agroécologiques, des systèmes agricoles plus écologiques, amène les agriculteurs à se confronter à un certain nombre de freins, à de nouveaux besoins. Donc, par exemple, développer des pratiques agroécologiques, ça demande de nouvelles connaissances qu'ils ne vont pas forcément trouver auprès de leurs conseillers et techniciens habituels. Ça leur demande de mettre en place de nouvelles cultures, de mettre en culture de nouvelles espèces pour lesquelles ils ne vont pas trouver les semences dont ils ont besoin, ou s'ils les trouvent, elles peuvent être fort chères. Mettant en culture de nouvelles espèces, ça pose aussi la question des débouchés possibles pour ces nouvelles productions, alors même que l'organisation actuelle du secteur agricole se manifeste par un haut degré de spécialisation régionale par bassin de production, donc qui pose question quand on veut mettre en culture de nouvelles espèces. Ça peut demander aussi de nouveaux équipements, en plus de ce qu'on a déjà, pas forcément pour remplacer d'autres, donc des coûts d'investissement parfois importants, et puis c'est souvent aussi plus exigeant en temps de travail, alors que la profession agricole est la catégorie socio-professionnelle au plus fort volume horaire de travail. Et donc, en fait, ce que j'ai pu
voir, c'est que les agriculteurs qui arrivent à mettre en place des pratiques agroécologiques le font grâce à l'organisation collective, donc des modes de collaboration ou d'organisation collective entre pairs agriculteurs pour lever ces différents freins, résoudre ces différents problèmes. Donc, par exemple, face au manque de connaissances adaptées, ils vont se retrouver dans des groupes de formation collective, de co-construction entre pairs, des connaissances et des savoirs nécessaires. Face à l'accès difficile aux semences, certains vont du coup privilégier de produire par eux-mêmes les semences dont ils ont besoin, et plutôt que chacun autoproduire la gamme de l'ensemble des semences dont ils ont besoin, ils vont se répartir ce travail-là. Là, on va multiplier la férole, un autre de la voile, et ils vont s'échanger ensuite ces semences fermières. Face au manque de débouchés, il y a aussi différentes solutions collectives qui se mettent en place, donc des groupements de vente pour aller chercher des négociants ou des marchés plus loin, toute la gamme des circuits courts qui permettent de trouver des débouchés plutôt localement, directement auprès des consommateurs. Face au besoin d'investir dans de nouveaux équipements, ils vont pouvoir investir collectivement, par exemple par un type de coopérative particulièrement développé en France que sont les CUMA, donc les coopératives d'utilisation de matériel agricole, ou bien par de la copropriété, voire certains vont aussi choisir de co-construire ou de co-concevoir collectivement avec une entreprise spécialisée dans la conception d'équipements, les outils qui sont vraiment adaptés à leurs conditions. Et face au surcroît de travail, donc il y a aussi différentes solutions collectives, comme ce qu'on appelle les salariés partagés, par exemple un groupement d'employeurs, ou bien mettre en place des chantiers en commun sur certaines opérations spécifiques pour augmenter la productivité physique du travail sur ces opérations et du coup gagner du temps pour d'autres nouvelles opérations. Donc c'est ainsi que les acteurs qui progressent dans la transition agroécologique y arrivent par l'auto-organisation collective, mais sauf que cette auto-organisation collective, elle est aussi exigeante en conditions spécifiques, en dispositions. Ça demande du temps de s'organiser collectivement. Donc comme je le disais, c'est quand même particulièrement freinant dans l'agriculture confrontée aux surcharges de travail. Ça demande un certain nombre de dispositions et de compétences collaboratives. Vous avez tous fait l'expérience qu'un travail en groupe, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Donc c'est bien qu'il y a besoin de conditions, et c'est aussi le cas pour les agriculteurs. Et puis, en fait, on s'aperçoit aussi que les agriculteurs s'organisent d'autant plus facilement collectivement s'ils sont dans un territoire déjà doté d'organisations collectives par lesquelles ils peuvent croiser leurs collègues, par le biais de la discussion, se rendre compte qu'on est confronté au même problème et du coup pouvoir envisager de le résoudre collectivement. S'il y a peu d'organisations collectives dans un territoire, eh bien, vous avez moins de chances d'avoir un capital social important entre les agriculteurs, et donc ça favorise moins l'émergence de nouvelles solutions d'organisation collective. Donc c'est ça qui fait que tous les agriculteurs n'ont pas cette même capacité d'auto-organisation collective, et donc on ne retrouve pas qu'il y a seulement une part restreinte des agriculteurs qui sont aujourd'hui avancés dans la transition agroécologique, d'autant plus que cette auto-organisation collective, elle est assez efficace pour certains types de production, par exemple l'élevage laitier. Aujourd'hui, l'organisation collective a permis de concevoir un modèle d'élevage laitier agroécologique, ce qui est moins le cas pour d'autres systèmes de production. Prenons le cas de l'élevage porcin, où malgré les efforts d'auto-organisation collective, il reste des freins importants. Toutes les solutions n'ont pas été trouvées pour concevoir un modèle d'élevage porcin biologique qui fonctionne notamment économiquement. Et donc tout ça, ça montre bien que l'organisation générale du secteur agricole reste peu orientée vers la transition écologique, que ce soit au niveau de l'amont, de tout ce qui est fournisseur de services et de biens pour les agriculteurs ou de l'aval. Et puis c'est aussi plus globalement les politiques commerciales, la recherche scientifique, tout l'appareil réglementaire qui n'est pas foncièrement et de manière significative orienté vers la transition écologique. Donc toute cette organisation aujourd'hui offre peu de ressources, voire un certain nombre de contraintes pour entreprendre la transition écologique,
d'où le besoin, à travers nos travaux, d'éclairer davantage ce qui est à changer pour que la transition agroécologique puisse s'accomplir. Alors, ce qu'on essaye de faire, le test de mesure, notamment par un projet qui démarre en ce moment, donc qui associe sciences sociales et sciences écologiques, donc le projet Managewid. Il s'agit de voir comment faire avec les adventistes. Donc, l'origine de ce projet, c'est les travaux des écologues qui mettent en évidence l'intérêt des adventistes pour les insectes floricoles, pollinisateurs et naturels, et que par ailleurs on sait qu'il y a des agriculteurs où il y a dont les champs ont un peu plus d'adventistes que les autres. C'est une minorité, mais du coup ça pose la question de pourquoi il y a quand même des agriculteurs qui ont l'air de laisser plus d'adventistes dans leurs champs. Comment ils font, pourquoi ils le font. Donc l'idée c'est de comprendre un peu leurs conditions particulières, les ressources qu'ils mobilisent, notamment les ressources sociales, pour tolérer une présence d'adventistes un peu plus importante que la moyenne. D'identifier les leviers d'action qu'ils mobilisent, comment ils font des compromis entre seuil d'acceptabilité de la flore adventiste et puis leurs objectifs productifs. Et à travers ce premier travail qui a plus vocation exploratoire, de le faire aussi en associant les acteurs agricoles concernés pour voir si on peut fédérer une communauté de recherche-développement sur cette question et de voir développer des projets plus approfondis si ce premier projet exploratoire, bien sûr financé par l'OSUR, amène en fait à montrer les intérêts d'aller plus loin dans les travaux de recherche. Et donc, pour finir, une autre perspective de travail qu'on a actuellement concerne la question de l'action collective. On en a parlé tout à l'heure, raisonner la mise en place de pratiques agroécologiques à l'échelle du paysage nécessite d'identifier comment on peut favoriser une action collective entre agriculteurs. Et ça, c'est au cœur du projet Prépare, qui est porté par le réseau CEPAG, dont je parlais tout à l'heure. Donc là, l'idée, c'est vraiment de mettre en place une démarche de recherche participative avec les agriculteurs pour pouvoir, d'une part, produire des scénarios réalistes de transition agroécologique, donc réalistes tout d'abord en testant des leviers et des combinaisons de leviers agroécologiques qui soient acceptables pour les agriculteurs. C'est également de travailler sur des paysages réalistes, parce que là, c'est un travail de modélisation prédictive. Et donc l'idée étant de travailler sur des paysages qui soient réalistes et non des paysages virtuels. Donc là, on mobilise pour cela des données du réseau CEPAG qu'on a accumulées sur les 5 régions en France. Il y a un enjeu également à pouvoir mettre en relation les niveaux de régulation biologique et la combinaison de différents leviers d'action mobilisés à l'échelle de l'exploitation et d'évaluer la contribution quelque part de la mise en place de ces leviers au niveau de l'exploitation agricole mais également à l'échelle du paysage. Donc là, la démarche est de pouvoir croiser des modèles statistiques de prédiction de la régulation biologique et des modèles qui visent à simuler les paysages en fonction des décisions des agriculteurs à l'échelle de l'exploitation agricole et le lien entre ces paysages et l'exploitation agricole est fait de façon explicite en intégrant les territoires d'exploitation agricole comme partie prenante et construisant les paysages qui sont simulés. Et enfin, cette démarche participative, elle a pour objectif de pouvoir interagir avec les agriculteurs, donc déjà pour échanger avec eux sur la plus-value de la mise en place de différents leviers d'action au niveau de l'exploitation sur la régulation biologique, et surtout de pouvoir discuter de la plus-value à agir seul ou avec ses voisins pour promouvoir ces processus de régulation. Donc je ne l'ai pas dit, mais les leviers territoriaux là, qui sont considérés sont alors, en fonction des régions, parce qu'on fait des ateliers et des enquêtes pour les différents sites du dispositif. Ce sont soit la conversion à l'agriculture biologique, soit la réduction des phytos, soit la diversification des cultures dans les rotations. Voilà. Et donc juste pour illustrer les travaux qui sont en cours, donc là j'ai pris l'exemple de la région de Toulouse.
Alors c'est pas de bol parce que je voulais pointer un petit peu sur les diapos. Donc là, ça résume un petit peu la démarche avec un paysage qui est un des sites d'études de la région de Toulouse dans le cadre du dispositif CDOPAG. On voit la carte à gauche avec les occupations du sol. Cette carte, ce paysage, il est également considéré comme étant construit par un certain nombre d'exploitations agricoles. Là, on voit sur la deuxième carte à gauche, on a 10 exploitations agricoles qui sont indiquées dans ce paysage. Et donc là, l'exemple que je montre, c'est un changement qui est de faire passer 4 exploitations en agriculture biologique et de mobiliser donc, les modèles statistiques pour pouvoir faire une prédiction spatialement explicite des niveaux de régulation biologique à l'échelle du paysage. C'est ce qui est illustré sur la carte de droite. Et donc là, ce qui a été fait, en fait, de façon assez synthétique, c'est de pouvoir estimer le gain en pourcentage de régulation biologique pour chacune des 10 exploitations donc, qui sont sur l'axe des abscisses, avec différentes informations. Donc là, déjà, on voit que sur les 10 exploitations, donc 4 exploitations passent en agriculture biologique, celles qui sont entourées par des cercles bleus, là. Et donc là, l'idée, c'est qu'on a eu, c'était de pouvoir évaluer le gain en termes de régulation biologique si la ferme elle est la seule à opérer un changement. Le gain de régulation si la ferme ne change pas et que 3 autres fermes dans l'environnement changent, donc c'est ce qui est représenté en rouge, et le gain complet si les 4 exploitations changent dans le paysage qui est simulé. Et en gros, ce que ces premiers résultats nous permettent de mettre en évidence, c'est qu'on a bien un gain de régulation lorsqu'on opère le changement à l'échelle de l'exploitation, mais que ce gain est encore plus marqué lorsque la transition vers des systèmes en agriculture biologique elle est opérée de façon collective au sein du paysage chimique. Donc ce sont des résultats qui sont préliminaires, mais en tout cas c'est pour illustrer un petit peu la démarche de travail pour explorer ces questions d'action.